Oui, donc je voulais m'excuser pour la petite interruption due à une toux qui est liée au contexte de l'hiver, tout simplement. Donc je disais que les années 60, 1960-1970, c'était des années où l'air était rouge. Et j'empruntais ce titre, l'air était rouge, quand l'air du temps était rouge, c'est-à-dire entre 1960 et 1970, le monde de la pensée, le monde de la réflexion, l'idéal humanitaire était celui de la solidarité, de la défense de la pauvreté, du solidarisme au sens de l'internationalisme. Les universités, le marxisme en tant que mode de réflexion, en tant que système que démarche scientifique, qui introduit, qui prend en considération dans l'analyse non seulement les idées, mais en même temps tout ce qui est contexte socio-économique, socio-culturel. C'est-à-dire, on va analyser, pour toute analyse, on va prendre en considération à la fois ce qu'ils appellent la superstructure, c'est-à-dire le monde des institutions, des idées, et l'infrastructure, c'est-à-dire ce qu'ils appellent le monde de l'économie, le système industriel et autres. Mais, bien évidemment, dans la recherche, il n'y a pas de ce séparatisme, il n'y a pas cette dichotomie superstructure-infrastructure. Il y a des interférences entre les uns et les autres, et on ne peut pas adopter une théorie ou une doctrine sans tenir compte des différences qui peuvent exister ici ou là. Donc je disais, entre 1960 et 1970, le monde était le rouge, c'est-à-dire c'était l'international socialiste, l'internationalisme communiste, mais qu'était le monde des États? Et c'est ça qui est important. Et vous allez voir pourquoi je vous dis cela. Il y a eu la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale s'est achevée par la Russie. Donc en 1917, il y a eu la révolution soviétique. La construction d'un État, d'un monde fondé sur l'idéal communiste, sur le léninisme, le marxisme-léninisme. Puis il y a eu Staline. Vous irez chercher, on n'entre pas dans tous les détails. Puis cette guerre contre le fascisme, contre Hitler et Mussolini, elle s'est soldée par le succès de l'idéal égalitaire, de l'idéal de la liberté, de l'idéal communiste et libéral. Les Russes, les Soviétiques, ayant participé, l'armée rouge, on l'appelle l'armée rouge ayant participé étroitement à la libération de l'Europe, de l'Allemagne, ayant participé activement à repousser le nazisme par une technique qu'on appelle celle de la terre brûlée. C'est-à-dire que l'armée rouge, face aux armements nazis, eh bien, il fuyait, il reculait en brûlant les terres, c'est-à-dire la stratégie de faire rentrer l'ennemi à l'intérieur de son territoire pour pouvoir mieux l'encercler et mieux l'éliminer. Donc c'est ce qu'on appelle la stratégie. Bon, je simplifie bien évidemment. Donc, en ces temps-là, nous avons de 1945, après donc 1948, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la Charte des Nations Unies, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle ont adhéré l'ensemble, eh bien,
le monde était divisé en deux blocs. Le bloc des pays de l'Est avec l'Union soviétique et ses satellites, des États, ce qu'on appelle les démocraties populaires, et les États à orientation socialiste, à partir de 1970, c'est-à-dire ceux qui vont adhérer au système soviétique, dont l'Algérie. Et puis les autres, les États de l'Europe occidentale, qui vont être autour des États-Unis, autour de l'Europe, de la France, etc., de l'Europe. Donc nous avons deux blocs. Ces deux blocs sont fondés sur deux systèmes idéals, on dira idéologiques, différents. L'un prône le libéralisme. Le libéralisme, comme je vous l'ai dit, comme vous l'avez compris, un libéralisme politique et un libéralisme économique différents en France, en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne et dans d'autres pays, bien entendu. Nous ne citons que cela. Et de l'autre côté, les démocraties à orientation, les démocraties populaires, autour de l'Union soviétique, ce sont des systèmes socialistes, autogestionnaires, comme le pays de Tito, j'ai oublié, des pays à orientation socialiste, et pas la Hongrie, et puis l'Union soviétique. Donc, deux systèmes, deux idéologies, un ensemble de systèmes qui est fondé sur l'un, faut-il la solidarité collective, faut-il construire un État qui permette à tout un chacun d'avoir ce sont ses besoins, c'est-à-dire un enseignement, des soins, logement, travail, distraction, culture, ou bien faut-il un système dans lequel on est chacun selon ses compétences, mais avec un ensemble de protection sociale, comme en France et en Allemagne, avec le système de la sécurité sociale, un système libéral social, et un système comme celui des États-Unis. Donc vous voyez, le monde était en deux blocs. Ces deux blocs, eh bien, à l'intérieur de ces deux blocs, se retrouvent pratiquement tous les différents modèles, à la fois du libéralisme, que je vous ai des modes des libéraux, que les hommes ont pensé, et ceux du socialisme ou du communisme, que les grands auteurs ont pensé, que ce soit Marx, que ce soit Rosa Luxembourg, que ce soit Kautsky, que ce soit, vous retrouverez tous ces noms-là, ils sont si loin, et puis je ne veux pas vous surcharger l'esprit avec tout cela. Sachez simplement qu'il y a eu, pour comprendre dans toutes ces périodes-là, il y a eu un balancement, ce sont des guerres d'idées. Entre les années 60 et les années 80, nous avons des guerres idéologiques, non seulement des guerres économiques, mais des guerres idéologiques, c'est-à-dire des combats entre deux mondes. Un monde qui est fondé sur le libéralisme, au sens de ce que je vous ai donné la dernière fois, une des séances, qui est devenu le néolibéralisme, c'est-à-dire que l'individu va être considéré comme un objet parmi les objets. On va utiliser les techniques de l'entreprise pour gérer les hommes. C'est-à-dire, l'État, moins d'État, moins il y a d'État, plus les sociétés, plus on peut vivre aisément. Donc, nous avons toute cette période-là dans laquelle la majorité
des mouvements, la majorité des contestations, la majorité des productions s'inscrit dans ces deux grandes lignées, dans ces deux grandes approches. Voyez ? Prenons l'exemple de la France. L'exemple de la France, tous les grands écrivains de l'époque, le monde universitaire est un monde qui est en ébullition. La pensée, ce qu'on appelait la pensée de gauche, c'est-à-dire que c'était une pensée dans laquelle le marxisme était un outil de réflexion. C'est-à-dire, l'objectif de ce mouvement, de cet idéal, c'était de penser le pouvoir, penser le partage du pouvoir, penser la société. Est-ce que penser une construction d'une société meilleure? Faut-il construire un monde dans lequel les individus sont pris en charge par la puissance publique, ou bien faut-il construire un monde dans lequel la puissance publique n'a pas à interférer dans le devenir des hommes? C'est ça la question. Faut-il un État présent, un État autoritaire, un État gendarme, un État constructeur, un État entrepreneur, ou bien faut-il tout simplement un État qui veille à ce que la compétition, à surveiller la compétition entre les hommes? Alors, pourquoi je vous fais toute cette synthèse? Toute cette synthèse pour vous dire qu'entre les années 60, et vous allez voir où je veux en venir, tous les grands mouvements de pensée, nous avons parlé de la démocratie dans l'Antiquité, nous avons parlé des modèles de ces mots qui voyagent, de cette conception et du rappel constant. N'oubliez jamais qui parle, d'où il parle, quand il parle. Quand vous lisez quelque chose, situez l'auteur. N'impliquez jamais vos propres idées dans ce que vous lisez. Situez-le dans le temps, dans le contexte de la production de l'ouvrage. Qui a écrit? Quand a-t-il écrit? Moi qui lis, je suis en telle date, à telle période, j'ai une pensée, je ne sais pas, conservatrice. Il ne faut pas que mes idées, je vais essayer d'adopter cette méthode qui va me permettre de lire le texte avec les pensées de l'époque, de son époque. Je vous ai donné l'exemple d'Aristote. Je vous ai donné l'exemple d'Alexis de Tocqueville dans ses voyages en Angleterre de 1833. Je reviendrai sur l'exemple de Tocqueville. Pourquoi? Parce que Tocqueville, c'est pas parce que j'ai une affection particulière pour Tocqueville, absolument pas, mais c'est parce qu'il me semble, tenant compte de la formation de la formation de système d'enseignement au Maroc, tenant compte de ma longue pratique de l'enseignement et de mon environnement socio-professionnel, j'ai toujours pensé que donner aux étudiants marocains une lecture d'Alexis de Tocqueville et de ses continuateurs était un élément essentiel pour qu'ils comprennent l'impact des écrits, l'impact de la situation, comment un homme de conditions aisées, comment un homme, que ce qui change le monde, ce ne sont pas toujours, ce sont ceux qui, quelquefois, ont la capacité de réflexion, ont du bagage, ont des savoirs. C'est-à-dire, Alexis de Tocqueville, je vous l'ai dit, un aristocrate, un magistrat, premier précurseur de la sociologie, de l'enquête de terrain, puisqu'il va en Angleterre et il va aux États-Unis. Première personne qui, en 1840, rapporteur
de la déclaration de l'abolition de l'esclavage. Donc, vous voyez, tout un ensemble, et puis surtout une volonté de changer, de construire l'État français. Donc, vous voyez, le rôle des hommes est capital, essentiel. Alors, en quoi j'insiste pour Alexis de Tocqueville, sur lequel je reviendrai? Parce qu'il y a à côté, c'est comme je vous ai dit pour Karl Marx, je vous ai dit que c'est un homme qui vivait en Allemagne. Son objectif, lui, en tant que bourgeois, il appartenait à une catégorie sociale. Son objectif avec Engels et les autres était de comment contribuer par les idées, par la pensée, par l'action, à construire des sociétés dans lesquelles l'esclavage serait aboli, dans lesquelles les hommes vivraient dans une certaine dignité, tout en sachant que l'égalité n'existe pas, tout en sachant qu'il y a des inégalités. Et que, donc en fait, comment permettre aux hommes, dans leur diversité, comment leur permettre un vivre ensemble sans qu'il y ait, si vous voulez, de domination des uns sur les autres. Et là, le savoir, l'éducation sont capitales. Voilà pourquoi on parle de guerre idéale. Et ce que, en choisissant Alexis de Tocqueville, en le comparant à ce que j'ai dit au l'ouvrage de Marx sur le 18 Brumaire de Napoléon, et en vous apprenant le terme de césarisme démocratique, eh bien, simplement pour vous dire que ce que je retrouve dans ces ouvrages-là, que je retrouvais dans les lectures des uns et des autres, je l'ai retrouvé dans les lectures d'Ibn Khaldoun, la Muqdima, l'histoire des Berbères. Quand vous lisez Ibn Khaldoun, l'histoire universelle, vous retrouvez, quand il analyse, c'est-à-dire une approche, vous retrouvez, c'est simplement ce que je vous ai dit tout à fait au début, quand je vous ai donné la bibliographie sur laquelle je m'appuie, sur laquelle j'aurais souhaité, et des documents que j'aurais souhaité que vous puissiez lire, en tous les cas c'est important de les garder, c'est simplement pour vous dire, je rappelle ce que je vous ai dit tout à fait au début, le monde, la connaissance, si elle est située nationalement dans un périmètre territorial, enfin dans un pays, elle est monde, elle est universelle. Je vous ai parlé d'Averroès, je vous ai parlé de tant d'écrivains perses, je vous ai parlé de ce voyage des idées. Et donc de ce voyage des idées, il est essentiel, quand on vous cite des auteurs, de ne pas penser qu'ils appartiennent à la nationalité de tel ou tel, mais l'idée, l'institution, la pensée est universelle, elle est monde. Donc quand les hommes pensent, c'est à la fois pour leur pays, mais on peut s'en servir. Donc quand vous lisez Ibn Khaldoun, vous retrouvez son analyse, il tient compte, il y a du marxisme, entre guillemets, c'est un précurseur. D'ailleurs, quand il analyse les conditions socio-économiques des pays pour analyser le pouvoir, bref, il tient compte de ce que les uns appellent l'infrastructure et la superstructure, mais qui sont dépassés. Bien. Donc, en vous prenant ces deux éléments, donc ces auteurs-là, simplement parce que je pense qu'il y a je me garde de vous donner Trotsky, je me garde de vous donner la Boétie, qui a écrit au XVIe siècle, qui est un ami de Montaigne, et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « De la servitude volontaire ». C'est-à-dire, déjà dans le vieux français, cet homme analysait la question, la répartition du pouvoir et les relations entre les hommes
et les dirigeants. Et un peu, il rejoint Alexis de Tocqueville, mais plus tard. Donc, je n'ai pas voulu parce que de la servitude volontaire, quand vous avez un public instruit, la question ne se pose pas. Quand vous avez un public à la connaissance restreinte, immédiatement, la tendance est de vous taxer. Donc, prof de l'ancien système, je me suis toujours gardé, et je me garde toujours, de vous donner des informations, de vous donner des orientations qui, à un moment ou un autre, si vous avez affaire à un public ou un jury, un jury relativement limité peut immédiatement vous cataloguer de, je ne sais pas si vous citez la Boétie, de vous cataloguer d'anarchiste, de révolutionnaire, etc., etc., tant est que le savoir est restreint. Pourquoi je vous ai donné tout à fait au début la bibliographie de George Corm, C-O-R-M, dans laquelle cet ouvrage que je vous ai donné, cet homme cite tous les travaux qui ont été faits sur tous les mouvements des idées politiques. Et donc, c'est à dessein. C'est simplement pour vous dire que le plus difficile, le plus difficile, c'est la compréhension. Le plus difficile, c'est l'échange. Le plus difficile, c'est de comprendre ce qui explique qu'ici ou là, les institutions sont démocratiques. On retrouve la démocratie directe, la démocratie participative, représentative, participative, tout l'ensemble des systèmes, l'impérialisme, la participation, l'élaboration, tout ce qui fait le monde d'aujourd'hui. Mais on le retrouve à travers les idées et à travers cette conception capitale de toujours situer. On avait l'égalité des citoyens, la citoyenneté, mais l'esclavage. Aujourd'hui, nous avons un état de droit en construction avec des inégalités, mais qui ne sont pas, bien sûr, dont il faut tenir compte. Donc, je vais reprendre la synthèse que je vous ai donnée. Donc, tout ça, j'ai voulu, dans toute cette hyper-introduction, en vous resituant l'histoire dans les années 60, c'est simplement pour en arriver à ce que je vais vous dire maintenant, pour en arriver à vous expliquer, un fait d'aujourd'hui. Dans ce monde divisé qui jusqu'aux années 80, jusqu'à novembre 1989, était celui des deux blocs, celui du multilatéralisme, devant de devenir l'unilatéralisme. Et je reviens à une question d'actualité qui est aussi celle de l'histoire des idées, dont je vais vous parler tout de suite.